Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Blaise Compaoré attendu à Ouagadougou, l'ex-président burkinabé qui vit en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, doit rencontrer les autorités militaires en fin de semaine. En Guinée, plusieurs membres du FNDC arrêtés lors d'une conférence de presse. Ils auraient, selon le procureur de la Cour d'appel de Conakry, produit et diffusé des propos injurieux contre le Conseil national de transition. Nous parlerons également dans ce journal du projet Dynamo. Il s'agit de vétérans qui ont servi dans des opérations spéciales de l'armée américaine et qui aujourd'hui usent de leur expérience pour exfiltrer des personnes dans des zones dangereuses. En sport, déjà 2 qualifiés pour les quarts de finale de la CAN féminine qui se joue au Maroc. Il s'agit du pays hôte et du Sénégal. Nous en parlons tout à l'heure avec Yacouba Ouedraogo. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré retourne au pays après 8 ans d'absence. L'information est confirmée par plusieurs sources proches de l'ancien président et des médias locaux. Les partisans de l'ancien chef d'État pensent que cela permettra au pays de retrouver sa stabilité. Des organisations de la société civile estiment pour leur part que ce retour de Blaise Compaoré ne le soustrait pas pour autant à la justice. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. C'est la une des médias locaux. Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014 par une insurrection populaire, revient pour quelques jours, voire quelques heures à Ouagadougou. L'information est désormais officielle. La présidence du Faso, à travers un communiqué, l'a rendu public ce mercredi. Blaise Compaoré et d'autres anciens chefs d'État rencontrent vendredi Damiba. Les partisans de l'ancien chef d'État se réjouissent de cette nouvelle. Ils pensent que son retour permettra d'apaiser les tensions et faire face à l'insécurité. On se réjouit de cela. Ça fait bientôt 8 ans que le président Blaise Compaoré et les autres exilés sont en exil. Et nous avons toujours plaidé pour le retour des exilés dans le cadre de la réconciliation nationale. Et on se réjouit du fait que le président Compaoré pourra éventuellement, après son retour, mettre sa main dans la pâte pour apporter une pierre à l'édification du Burkina Faso, parce que le Burkina a mal avec cette crise multidimensionnelle, des morts par-ci, des déplacés internes par-là, la crise alimentaire par-ci. Aujourd'hui, il y a 55% des territoires qui nous échappent. Et si on continue à ce rythme-là, j'ai bien peur que d'ici quelques mois, le Burkina risque de disparaître. Et pour stopper l'hémorragie, il faut faire fi de certaines considérations politico-politiciennes, politico-juridiques, pour mettre l'accent sur la cohésion, sur la réconciliation, sur la tolérance, le pardon et sur l'unité nationale in fine. Car c'est une question de patriotisme aujourd'hui, c'est la patrie qui est en jeu, donc on doit mettre en avant notre patriotisme. Blaise Compaoré a été jugé et condamné à vie par contumace dans l'assassinat de Thomas Sankara. Sa présence n'a aucune entrave sur la justice. La venue de Blaise Compaoré ne veut pas dire que tout simplement qu'il est gracié. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus poursuivi par la justice burkinabé. Non, pour nous, c'est une question circonstancielle qu'il faut régler. Donc, maintenant, s'il y a d'autres détails, il y a d'autres pans, eh bien, certainement que Blaise Compaoré va faire face à la justice de notre pays. Non, ça ne veut pas dire que Blaise Compaoré vient et qu'on va surseoir à la justice. Je ne pense pas à cela. Je pense tout simplement que le Burkina Faso aujourd'hui est dans des difficultés majeures et que Blaise Compaoré vient pour apporter son soutien, pour apporter sa touche dans le sens véritablement que les Burkinabés retrouvent la paix ou qu'on se retrouve, qu'il y ait la paix dans notre pays. Si certains parlent de l'arrivée de Blaise Compaoré pour jeudi, d'autres évoquent vendredi. Le gouvernement, à travers son porte-parole ce mercredi, Lionel Bilgo, a annoncé une rencontre importante entre le président Damiba et les anciens chefs d'État d'ici la fin de la semaine. La présidence du Faso a confirmé cette rencontre pour vendredi. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Rencontre au sommet entre les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi. Les deux leaders se sont entretenus ce mercredi à Luanda dans le cadre d'une médiation conduite par l'Angola. Il était question d'entamer un processus de désescalade entre les deux pays. Un tweet de la présidence congolaise indique que les choses se feront graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Une réunion de cette commission doit se tenir le 12 juillet, toujours dans la capitale angolaise. Kinshasa parle également de la cessation des hostilités et du retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC. Plus de 300 détenus se sont échappés d'une prison du Nigeria après une attaque présumée de Boko Haram, une attaque qui a visé le centre pénitentiaire de Kuje dans la banlieue d'Abuja. Un responsable du ministère nigérian de l'Intérieur a affirmé qu'il s'agissait d'un assaut de Boko Haram et que seuls 300 détenus ont été retrouvés sur les 600 qui ont pu s'échapper. Un agent de sécurité a été tué dans cette attaque, selon le porte-parole des services pénitentiaires. Quelques heures avant l'attaque de la prison de Kuje, des hommes armés ont aussi tendu une embuscade à un détachement d'agents de sécurité du président nigérian. Le président Muhammadu Buhari n'était pas présent dans ce convoi. 2 agents ont été blessés et l'identité des auteurs reste pour l'heure inconnue. Plusieurs membres du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, dont leurs leaders ont été interpellés mardi par les forces de l'ordre guinéennes alors qu'ils tenaient un point de presse dans leurs locaux. Les précisions de Ginny Niwa. Le coordonnateur national du FNDC, Oumar Silla, dit Fonike Mengue, ainsi que Mamadou Biloba et le rappeur Gianni Alpha ont été violemment arrêtés par la police au siège de leur coalition. Les 2 premiers ont été battus par des policiers qui ont déchiré leurs vêtements, a constaté un journaliste de l'AFP. Le FNDC est sentinelle de la démocratie. Nous avons décidé de nous battre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le rappeur Gianni Alpha avait récemment critiqué des propos du président du Conseil national de transition, CNT, dans sa Kourouma, qui prônait un regroupement des partis de Guinée dans 2 ou 3 blocs en fonction de leur idéologie. Le musicien avait été menacé d'arrestation par le procureur, a affirmé l'avocat Maître Salifou Béavogui à l'AFP. Maintenant que nous voyons que nous ne sommes plus dans un état de droit, il n'y a plus de porte ouverte pour le dialogue, nous voyons que nous sommes dans une dictature. Nous allons mener ce combat et ce combat sera mené par le peuple de Guinée et nous appelons le peuple à rester mobilisé jusqu'à ce que la Guinée devienne un pays démocratique et vertueux. Je vous remercie. Selon leur avocat, les 3 hommes présentaient sur plusieurs parties de leur corps des blessures ouvertes du fait de leur violente arrestation. Le chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans, ce que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rejeté dimanche lors d'une réunion à Accra. Quelques jours après un nouvel incident frontalier meurtrier, les dirigeants éthiopiens et soudanais se sont rencontrés mardi à Nairobi à marge d'un sommet régional en vue d'apaiser les tensions entre leurs 2 pays qu'opposent plusieurs contentieux. Arzouma Compaoré. Selon le cabinet du Premier ministre éthiopien, la rencontre s'est déroulée en marge de la réunion de l'IGAD, autorité intergouvernementale pour le développement, qui a réuni mardi pour la première fois depuis 18 mois les dirigeants des pays de la région dans la capitale kenyane. Ce fut une opportunité de faire l'inventaire des réponses aux divers défis que rencontre la région, a déclaré le général Bourhan, sans autre détail. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes dans notre région en raison de plusieurs facteurs tels que le terrorisme, l'extrémisme, la criminalité transfrontalière, l'immigration illégale, le trafic d'êtres humains et la prolifération d'armes illégales, et toutes ces menaces ont un impact important sur les situations sociales et de sécurité. Fin juin, l'armée soudanaise commandée par le général Bourhan a accusé l'armée éthiopienne d'avoir
d'avoir exécuté 7 de ses soldats et un civil capturés en territoire soudanais dans la zone frontalière contestée d'Al-Fashaga. Les autorités éthiopiennes ont démenti, accusant au contraire les forces soudanaises d'avoir pénétré en territoire éthiopien et provoqué un accrochage mortel dans les deux camps avec une milice locale. Nos liens communs surpassent quelconque différent. Nous nous sommes tous deux engagés au dialogue et à la résolution pacifique des questions en suspens, a écrit le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans un tweet accompagné de photos le montrant attablé avec le général Abdel Fattah al-Burhan, tous deux souriants. À Khartoum, le Conseil souverain, autorité de transition présidé par le général Burhan, a simplement fait état d'une réunion à huis clos entre les deux hommes. Il est de mon devoir en tant que président d'affirmer que nos discussions dans la réunion à huis clos d'aujourd'hui sont strictement liées aux principes de l'IGAD qui sont basés sur l'égalité de souveraineté entre tous les pays et la non-ingérence dans les affaires internes des États membres. À cette crise frontalière s'ajoute le grave différend à propos du GERD, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne qu'Addis Abeba a construit sur le Nil bleu. Cet ouvrage suscite la colère du Soudan, mais aussi de l'Égypte et riverains du Nil en aval qui craignent pour leur approvisionnement en eau. L'Éthiopie doit entamer en août le 3e remplissage du barrage, une source potentielle de nouvelles tensions avec son voisin. Ici, aux États-Unis, Robert Crimo III, l'auteur présumé de la fusillade survenue lundi à Highland Park, a été inculpé pour 7 meurtres. Eric Rena, procureur général du comté de Lake, estime que s'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité. Le procureur souhaite par ailleurs que le tireur présumé soit maintenu en détention sans aucune possibilité de libération sous caution. Selon les autorités, Robert Crimo III, 21 ans, avait préparé son attaque pendant des semaines avant de tirer à l'aveuglette plus de 70 fois sur la foule qui assistait au défilé du 4 juillet. Cette fusillade a fait 7 morts et au moins 35 blessés. Le tireur s'était déguisé en femme pour se fondre dans la foule et fuir les lieux avant de se rendre au domicile de sa mère dont il avait emprunté la voiture. En Grande-Bretagne, Boris Johnson ne plie mais ne rompt pas. Il a assuré ce mercredi qu'il continuerait à son poste malgré une vague de démissions au sein du gouvernement qui fragilise son autorité sur fond de scandales, notamment plusieurs affaires à caractère sexuel au Parlement. Déterminé à rester à son poste, Boris Johnson a défendu l'action de son gouvernement, vantant des baisses d'impôts devant les députés alors qu'il affronte depuis mardi soir des démissions de ministres et d'autres membres du gouvernement. Le chef de l'opposition travailliste a fustigé un spectacle pathétique, tandis que le leader du Parti nationaliste écossais, SNP, exige la tenue d'élections anticipées. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Les États du sud de l'Europe, dont l'Italie et l'Espagne, exhortent les alliés de l'OTAN à se pencher sur les menaces
venant d'Afrique du Nord. Alors que la guerre en Ukraine domine l'agenda de l'Alliance, Madrid veut que l'OTAN se prépare à d'autres possibles tensions. C'est un reportage de Henry Richwell, un récit de Dili Diko. Des centaines de migrants ont tenté de franchir le mur séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla le mois dernier. 23 ont péri dans cette tentative. Originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne, les migrants cherchent désespérément à rejoindre l'Europe. Beaucoup arrivent en bateau dans les îles espagnoles des Canaries et l'Espagne craint une aggravation de la pression à ses frontières. Depuis que l'Ukraine, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de céréales, fait face à l'invasion russe, les exportations ont diminué d'environ 2/3. Selon les Nations Unies, cette situation pourrait exacerber la crise alimentaire en Afrique et l'Europe doit se préparer à un pic de migration. Nous avons cherché à savoir s'il y avait plus de mouvements de personnes liés à la hausse des prix et à la difficulté pour ces pays d'accéder aux céréales et au blé. Et ce qu'on nous a dit, c'est que pour le moment, il n'y en a pas, mais ce n'est qu'une question de temps. Madrid prévient que la migration pourrait être utilisée comme tactique de pression par des acteurs hostiles. Un militantisme islamiste résurgent dans certaines parties du Sahel entraîne également des flux de migrants et l'Europe affirme que les mercenaires russes du groupe Wagner exacerbent le conflit. Il est très clair que la compagnie Wagner est là et qu'il y a des troupes étrangères dans plusieurs pays du Sahel. Et ce n'est certainement pas de troupes étrangères dont le Sahel a besoin. Ce dont le Sahel a besoin, c'est de développement et de stabilité. En mars, l'Espagne a conclu un accord avec le Maroc pour maintenir un contrôle sur la migration clandestine. Les critiques accusent Madrid d'externaliser sa politique migratoire vers un pays avec un passé entaché de violations des droits de l'homme. Des accusations que rejette le gouvernement marocain. Lors du sommet de l'OTAN la semaine dernière à Madrid, l'Espagne a obtenu la reconnaissance officielle par l'Alliance des menaces émanant d'Afrique du Nord. C'est l'une des plus grandes préoccupations de l'Europe et de notre pays. Et c'est dû à l'instabilité et de la crise qui en découle. Les mouvements migratoires clandestins, le terrorisme, la crise alimentaire et énergétique, l'urgence climatique. De nombreux membres de l'OTAN estiment que la leçon à tirer de la situation en Ukraine est que l'Alliance doit être mieux préparée aux futures crises. Et dans le sud de l'Europe, les alliés préviennent que l'instabilité en Afrique du Nord pourrait être le prochain grand défi. Des vétérans qui ont servi dans des opérations spéciales de l'armée américaine dans les régions les plus troublées du monde ont formé le projet Dynamo, dont l'objectif est d'exfiltrer des personnes dans des zones dangereuses. Récemment, ils ont effectué une nouvelle prouesse en infiltrant de Mariupol, ville ukrainienne sous l'emprise des forces russes, un scientifique nucléaire américain qui était surveillé depuis quelque temps par le FSB, le service fédéral de sécurité russe. Les détails avec Nathalie Barge. Une poignée de vétérans américains aguerris ont exfiltré de Mariupol en Ukraine avec succès le scientifique nucléaire texan John Spohr au cours de l'opération Lone Star. Recherché par le FSB pour ses connaissances en armement sophistiqué, John Spohr vivait depuis quelques années dans cette ville contrôlée par les forces russes. Il a été escorté du sud de l'Ukraine jusqu'à Medica, à la frontière polonaise, à plus de 1200 km de Mariupol. Une expérience traumatisante, a-t-il confié à VOA Afrique. C'était ennuyeux et terrifiant à la fois. Ce que je devais faire pour m'en sortir, ce n'était pas moi. Je devais avoir l'air d'être quelqu'un d'autre. Je ne peux pas donner de détails sur la façon dont je suis sorti parce que Brian essaie toujours de faire sortir d'autres gens. Il y a environ 2000 personnes qui aimeraient sortir de Mariupol. Un long parcours éprouvant vécu avec la peur au ventre, semé d'embûches dont une quarantaine de points de contrôle à franchir le plus sereinement possible.
VOA Afrique a contacté en Pologne le cofondateur du projet Dynamo, Brian Stern, chef de cette opération sur le terrain qu'il venait tout juste de boucler avec son équipe. Nous n'entrons généralement pas dans les détails de la façon dont nous le faisons parce que c'est beaucoup de magie. Un magicien ne montre jamais ses tours, surtout parce que nous avons beaucoup plus de sauvetage à faire. Le projet Dynamo est une équipe formidable, composée d'Ukrainiens et d'Américains opérant sur le terrain en Ukraine. Tout ce que nous avons commencé à secourir, nous avons réussi à les sauver. Ce concepteur de technologie sensible utilisé dans des systèmes d'armes à guidage laser par l'armée américaine était surveillé par les forces russes et tchétchènes, selon les responsables du projet Dynamo, affirmant qu'en cas d'interrogatoire, ces connaissances auraient pu causer des dommages à la sécurité des États-Unis et aux forces de l'OTAN. Après le siège de l'armée russe et les attaques incessantes à Mariupol, Spor a fui sa résidence et s'est caché. Je soupçonnais que les Russes me cherchaient, alors je prenais des précautions pour essayer de les empêcher de me trouver, naviguant dans différents endroits de la ville, apparaissant ici et là avec un signal téléphonique pour faire croire que je suis là-bas quand je suis ici. Pour masquer la localisation et les mouvements de leurs protégés des griffes des services de sécurité russes, l'équipe dirigée par Brian Stern a utilisé des tactiques affûtées au cours d'années de service pour le gouvernement américain. Tous les sauvetages sont dangereux. Pour ce que nous appelons la personne isolée, la personne évacuée ou secourue, c'est toujours dangereux pour eux parce que je peux le faire peut-être 100 fois, mais c'est probablement la première fois qu'ils sont secourus. J'ai une expérience dans ce genre de choses quand ils n'en ont pas. Dérivé de l'opération Dynamo, nom de code de la mission militaire d'évacuation de Dunkerque en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, le projet Dynamo tente aujourd'hui l'impossible pour exfiltrer des Américains et leurs alliés embourbés dans des régions des plus hostiles du monde. Il a été créé par des militaires lors du retrait américain d'Afghanistan en 2021. Certains avaient été déployés en Ukraine en janvier pour commencer à planifier des opérations de sauvetage en cas d'invasion russe. Ces vétérans affirment avoir secouru plus de 2000 personnes depuis le 24 février, le jour où Kiev essuyait les premiers missiles russes, 17 minutes exactement après l'annonce de Vladimir Poutine disant lancer une opération militaire spéciale en Ukraine qui dure depuis plus de 5 mois. Nathalie Barge, VOA Afrique. Parlons à présent de CAN féminine Maroc 2022, de tennis avec le tournoi de Wimbledon. Ce mercredi, et vous l'aurez compris, Yacouba Ouedraogo nous fait un tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Vous l'avez dit, cette CAN féminine se poursuit au Maroc. Le groupe B effectue sa deuxième sortie ce mercredi. La Tunisie s'est inclinée devant la Zambie 1-0. Battue d'entrée par la Tunisie, justement, le Togo défie le Cameroun, déjà 2 qualifiés pour les quarts de finale. Après 2 journées, il s'agit du pays hôte, le Maroc, qui a enchaîné une deuxième victoire en battant l'Ouganda 3-1. Le Sénégal aussi rejoint les quarts de finale après sa victoire 1-0 contre le Burkina Faso. Marocaines et sénégalaises comptent 6 points et valident ainsi leur billet pour les quarts de cette CAN féminine. C'est une première pour ces 2 pays toujours stoppés en phase de groupe. Toujours en football, première recrue estivale du FC Barcelone, l'international ivoirien Franck Kessié a signé son contrat de 4 ans sur le terrain du centre d'entraînement du Barça. L'ancien joueur de l'AC Milan a ensuite été présenté par le président du club, Juan Laporta, enfilant pour la première fois la tenue Blaugrana pour une série de jongles et un taureau avec des enfants du club. J'ai encore beaucoup à faire pour arriver à la hauteur de Yaya Touré, a déclaré Franck Kessié en hommage à son compatriote resté dans la légende du club catalan. Tennis à présent, avec cette performance XL de Ons Jabeur, la Tunisienne numéro 2 mondiale est devenue mardi à Wimbledon la première joueuse du continent africain à se hisser en demi-finale du tournoi du Grand Chelem depuis la Sud-Africaine Amanda Goetzer en 1997. Ons Jabeur a battu la Tchèque Marie Bouskova 3-6, 6-1, 6-1
Retour sur les traces de celle qui continue d'écrire son histoire et celle de l'Afrique dans le tennis mondial. Suivez. On la surnommait Roger Federer, 15 ans avant que la Tunisienne Ons Jabeur devienne la première femme arabe à accéder au sommet du tennis mondial. Son ancien partenaire d'entraînement avait déjà compris avoir affaire à une future star. Ce que l'on voit donc sur le terrain, la guerrière, la combative qui se bat sur tous les points. C'est son caractère depuis toujours. Hans, même blessé dans un match, essayait de le terminer en se donnant à fond. Née dans le village côtier de Sar Halal, elle a déménagé dès l'âge de 12 ans à Tunis pour intégrer ce prestigieux lycée sportif. Elle apprenait tellement vite que son entraîneur était souvent confronté à un dilemme. Fallait-il élever le niveau des exercices pour elle ou attendre que ses camarades puissent suivre le rythme? Est-ce que je dois moduler des exercices conçus pour son niveau ou celui du reste de l'équipe? Son premier fait d'armes international remonte à 2011 lorsqu'elle a remporté à 16 ans le titre junior à Roland-Garros. Depuis 2 saisons, la Tunisienne de 27 ans enchaîne les exploits. En 2021, elle s'est hissée dans le top 10 mondial. Cette année, elle a remporté le tournoi WTA 1000 de Madrid et abordé Wimbledon avec le statut de numéro 2 mondial. Un statut qu'elle confirme se qualifiant pour les demi-finales du tournoi londonien. Le message que je voudrais faire passer est que rien n'est difficile, rien n'est impossible. Il faut travailler dur et croire en soi. Grâce à sa notoriété, son ancien club de Hammam Sousse, qui a baptisé un cours à son nom, a connu un boom des inscriptions, passé de 320 en 2018 à plus de 700 adhérents aujourd'hui. En demi-finale, Ons Jabeur se battra contre son amie allemande Tatjana Maria pour un nouveau défi, s'arracher une place en finale et faire rêver davantage. Voilà, bon courage à Ons Jabeur. C'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Yacouba Ouedraogo. Avant de clore ce journal, ces images qui nous viennent d'Espagne où des milliers de fêtards vêtus de blanc et d'écharpes rouges ont envahi les rues de Pampelune mercredi 6 juillet, aujourd'hui donc, alors que l'explosion d'un pétard donnait le coup d'envoi de la première course de taureaux de San Fermín. Même la petite pluie tombée ce jour n'a pas pu refroidir la foule qui se pressait sur la place de la ville. Les vêtements de la plupart des participants étaient néanmoins trempés par le vin rouge qui coule à flot pendant les 8 jours de la fête. L'événement annuel que les associations de défense des droits des animaux souhaitaient voir définitivement interdit a été annulé en 2020 et 2021 en raison des restrictions liées au coronavirus. Les courses, au cours desquelles 6 taureaux de combat spécialement élevés pour l'occasion poursuivent les coureurs dans les rues étroites et pavées de Pampelune sur une distance de 800 mètres, débuteront demain jeudi 7 juillet et continueront pendant une semaine. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.